Mesdames et messieurs, il est 19h. Bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV. Voici les titres. La maison du Hadjo a tenu sa 17e session du conseil d'administration ce jeudi matin sous la présidence du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Une grande rencontre de l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement de la commune rurale de Doumba a eu lieu pour dire non et non à l'occupation et à la vente illicite de leurs terres. Après une dizaine d'années d'exil, le capitaine Moussa Dadis Camara est rentré en Guinée. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 22 décembre 2021 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et attendu des communications. Lecture du communiqué avec Maïmouna Koulibaly. Sur les rapports du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs au statut général des militaires et les détails des positions statutaires des militaires. Les personnels militaires des forces armées maliennes sont régis par l'ordonnance numéro 2016-020 PRM du 18 août 2016 portant statut général des militaires. L'application de l'ordonnance du 18 août 2016 a révélé des insuffisances, notamment les difficultés liées à la mobilité, au détachement, à la démission ainsi que les conditions de fin et de non-renouvellement du contrat d'engagement. L'absence de précision dans la gestion des militaires blessés en opération ou en service commandé proposé à la réforme. L'absence de dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'accès aux différentes positions statutaires ainsi que la gestion de la carrière du militaire dans ces positions. Les projets de texte adoptés corrigent ces insuffisances en vue de faciliter la gestion de la carrière des militaires au sein des différentes structures. Un projet de décret portant modification du décret numéro 2019-0134 PRM du 4 mars 2019 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la garde nationale du Mali, créée par l'ordonnance numéro 2019-003 PRM du 4 mars 2019. La garde nationale du Mali a pour mission, entre autres, d'assurer la sécurité au profit des institutions et des autorités administratives et politiques, de participer à la sûreté publique et au maintien de l'ordre public, de concourir à la défense opérationnelle du territoire, de lutter contre le terrorisme et le grand banditisme, de participer à la surveillance des frontières et aux actions en faveur de la paix et de l'assistance humanitaire. Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par le décret numéro 2019-0134 PRM du 4 mars 2019. L'application de ce décret a révélé des insuffisances, notamment les non-déterminations des limites géographiques des régions Garda et la non-précision de l'autorité chargée de la création des régions Garda. Les projets de décret adoptent corrigent ces insuffisances. Sur les rapports du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance numéro 2018-015 mars 2018 portant statut des fonctionnaires de la police nationale. Un projet de décret portant modification décret numéro 2018-0277 PRM 15 mars 2018 fixant les modalités d'application du statut des fonctionnaires de la police nationale. Un projet de décret portant plan de carrière des fonctionnaires de la police. L'application du statut de fonctionnaire de la police nationale et ses textes d'application a révélé des difficultés dans la gestion de la carrière des agents concernés. Les projets de textes adoptés visent à corriger ces difficultés à travers des innovations ci-après. La responsabilisation des officiers de police par l'exercice de certaines fonctions dévolues au commissaire, la prise en compte du major de police au niveau de l'exception relative au grade d'inspecteur général, la prise en compte des gardes des commissaires stagiaires, d'élèves commissaires, des sous-lieutenants, d'élèves officiers, des sergents stagiaires et d'élèves sous-officiers dans la hiérarchie des grades, de combler l'avis juridique en matière de gestion des carrières. Sur les rapports du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant code des douanes en République du Mali. Le code des douanes détermine les cadres légal et réglementaire de l'action de l'administration des douanes. Son application touche aux intérêts de l'État, des opérations économiques et de toutes les personnes intervenant dans les secteurs
secteur économique. Les évolutions intervenues en matière de simplification des procédures et de facilitation des échanges au plan national, sous-régional et international ont rendu sa lecture nécessaire. L'adoption du présent projet de loi vise à intégrer les réformes intervenues au niveau de l'administration des douanes, les dispositions des codes des douanes de l'UEMOA et de la CEDEAO et d'apporter des innovations, notamment la mise en cohérence de la notion des marchandises fortement taxées, l'introduction de nouvelles procédures spéciales d'enquête douanière, la sécurisation des contrôles et des enquêtes douanières, la proposition de nouveaux régimes douaniers et économiques. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. Au chapitre des communications, le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a retiré son appel au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. La Maison du Hadj a tenu ce matin la 17e session ordinaire de son conseil d'administration. Cette session est axée sur les rapports des activités de l'année 2021 et les projets d'activité pour l'année 2022. Le budget prévu pour la Maison du Hadj pour l'année 2021 s'élève à plus de 400 millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Maison du Hadj sous la présidence du ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Mamadou Kone. Reportage Aissata Maïga et Salfounyari. Cette 17e session du conseil d'administration de la Maison du Hadj a tourné autour de deux grands axes, à savoir les rapports sur l'état d'exécution des activités et du budget au titre de l'année 2021 et les projets des activités et du budget de l'année 2022. Aujourd'hui, ce matin, c'est la 17e session du conseil d'administration de la Maison du Hadj. Comme vous le savez, chaque année, on tient un conseil d'administration pour adopter nos budgets et nos activités, les activités de la Maison des Hadj. Donc, comme la Maison des Hadj, c'est un EPA, les EPA, chaque année, ils font leur programme d'activité en rendant compte toujours des comptes rendus des activités de l'année précédente. Donc, c'est ce qu'on va quand même examiner aujourd'hui. On va d'abord donner le compte rendu de tout ce qu'on a eu à faire courant 2021 et faire aussi la projection et le budget de 2022. Donc c'est ce qu'on va examiner, c'est le dossier qu'on va examiner ce matin, Inch'Allah, avec l'ensemble de nos administrateurs qui sont tous là présents, que vous avez vu lors des cérémonies d'ouverture. Selon le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, le budget prévu par la Maison du Hadj pour l'année 2022 a connu une augmentation d'environ 44,23% par rapport à cette année. Ainsi, le budget prévisionnel pour l'exercice 2022 est équivalent en recettes et en dépenses à la somme de 485 282 000 francs CFA contre 336 490 560 francs. Ça, c'est en 2021, soit une augmentation d'environ 44,23%. Cet accroissement s'explique par l'augmentation de certaines dépenses, subventions aux organismes publics, appui aux pèlerins et création des lignes budgétaires, notamment le personnel EPA, eau, électricité et téléphone. Il convient de souligner que dans ce projet de budget, la subvention de l'État s'élève à 210 552 000 francs contre une notification de 191 818 644 francs en 2021, soit une augmentation de 9,76%. La non-effectivité du Hadj en 2021 a impacté sur les ressources propres de la Maison du Hadj. Les ressources propres, elles s'élèvent à 274 730 000 francs CFA contre une réalisation de 88 219 886 francs CFA au 31 octobre 2021. Cette diminution aussi s'explique par
la non-effectivité du pèlerinage en 2021. Le directeur général de la Maison du Hadj invite les fidèles musulmans voulant effectuer le pèlerinage à venir s'inscrire. Pour anticiper un peu le processus de pèlerinage, donc le guichet unique est ouvert. Donc j'invite l'ensemble des pèlerins potentiels de venir s'inscrire vite pour ne pas quand même être victime, de ne pas avoir la chance cette année de participer au pèlerinage parce que c'est quand même 3 ans qui vont être cumulés en une année. Malgré la pandémie de Covid-19, espérons que cette année, tous les fidèles musulmans pourront effectuer le pèlerinage. La jeunesse de Mourba-Bougou a organisé hier au mercredi 21 décembre 2021 une manifestation sur le rond-point du marché de quartier. Cette manifestation a engendré un blocus sur la voie qui mène vers Koulikoro et celle qui quitte Koulikoro vers Bamako. Cette manifestation intervient après l'arrestation d'un imam de Mourba-Bougou déféré à la maison centrale d'arrêt de Bamako le mardi 21 décembre 2021. Écoutons Mamadou Diapo, président de la jeunesse de Mourba-Bougou, qui nous éclaire sur cette affaire. Effectivement, les 2 voies sont coupées. Malheureusement, ce n'est pas notre souhait. Mais en fait, hier soir, on a été informé en tant que président de la jeunesse qu'il y a une manifestation à Mourba-Bougou. Donc aussitôt, j'ai pris ma moto, je suis venu sur le terrain. Arrivé, j'ai vu que la foule se dirigeait vers le goudron. Donc ma première réaction a été de calmer d'abord cette foule afin que les choses ne se dégénèrent pas. Donc j'ai pu calmer, j'ai demandé à la foule de ne pas faire de casse. Parce qu'en fait, on peut manifester sans faire de violence. Donc l'incident, la suite de l'incident c'est quoi? C'est qu'on a appris hier qu'un de nos imams a été arrêté et déféré à la maison d'arrêt de Bamako. Apparemment c'est un problème au niveau de la mosquée, dont je ne maîtrise pas trop en réalité. Donc moi, en tant que président de la jeunesse, si les jeunes manifestent seulement, on m'informe. Donc si je suis venu sans chercher d'abord à comprendre les choses, j'ai d'abord calmé. Ce qui est d'abord mon premier rôle, c'est de calmer afin qu'il n'y ait pas de débordement. Et Dieu merci, on a pu cadrer hier soir jusqu'à Zourer, donc on a pu libérer la route. Donc on s'est donné rendez-vous aujourd'hui. On a demandé entre-temps à nos autorités de faire des tractations afin d'obtenir la libération de l'imam et les autres. Parce qu'ils sont au nombre de 7. Il y a 7 personnes qui sont arrêtées. Donc l'imam, son adjoint, son enfant, plus certains membres de la jeunesse. Donc du coup, on a demandé à nos autorités de prendre les dispositions afin de rencontrer les autorités compétentes pour que nous puissions obtenir leur libération. Nous demandons à la justice. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas confiance à la justice. Nous faisons vraiment confiance à notre justice. Mais nous pensons qu'au Mali, il y a des structures religieuses qui sont là uniquement pour gérer des cas de ce genre. Donc nous souhaiterons que prochainement, et même dans ces cas d'espèce, que les autorités religieuses, notamment le Haut Conseil islamique, il y a également l'association des imams, l'imama également, donc toutes ces structures-là sont représentées à Mourba-Bougou. Je pense que des situations de ce genre, avant d'interpeller la justice, on devrait donner au moins l'opportunité à ces différentes structures de gérer d'abord. Donc c'est quand ces structures n'arrivent pas à gérer la situation qu'on peut faire recours maintenant à la justice. Allons dans la région de Koulikoro. L'association des ressortissants et sympathisants pour le développement de la commune rurale de Doumba a organisé hier mercredi 22 décembre 2021 une rencontre entre tous les fils de Doumba. Cette rencontre a eu pour thème non et non à l'occupation et à la vente illicite de leurs terres. Après la rencontre, une demande d'annulation des ventes de terres ainsi que leur restitution a été remis au maire de la commune rurale de Doumba. Plusieurs personnalités ont pris part à cette grande rencontre. La cour de l'école publique de Doumba a abrité la cérémonie de la rencontre. Suivant le reportage signé Abdou Ouattara sur les images de Ladji Mamadou Traoré.
C'est dans la cour de l'école publique de Doumba que plusieurs personnes ont pris part à cette rencontre. L'objectif était de demander l'annulation de la vente de toutes les terres qui ont été vendues dans la commune rurale de Doumba pour que ces terres soient restituées au village. Après la rencontre, une marche pacifique a été effectuée de l'école publique à la mairie pour remettre la demande au maire. Depuis un certain temps, nous avons constaté que nos terres sont en train d'être vendues illégalement. Doumba étant une commune à vocation agro-pastorale, donc notre survie il dépend de nos terres. Raison pour laquelle nous avons eu cette initiative-là de venir rencontrer la population, les informer et les sensibiliser, en même temps demander au maire de nous appuyer dans ce que nous sommes en train d'apprendre, qui est l'annulation pure et simple de toutes les terres qui ont été vendues. Effectivement, si vous avez constaté les débats, des 7 villages de la commune, tous les chefs de village ont exprimé leur désaccord. Ils ne sont jamais d'accord avec la vente de ces terres-là. Donc chacun de son côté demande l'annulation pure et simple des terres vendues. Le maire a pris la demande avec reconnaissance. Il a témoigné sa pleine disponibilité pour annuler toutes les ventes de terres de la commune rurale de Doumba. Le chef du village de Doumba a retiré sa volonté pour la réussite des travaux. Les ressortissants de Doumba qui sont venus pour cette initiative-là, je les remercie très bien de leur initiative. Parce que l'initiative-là, j'avais ça en main. Mais comment il n'y avait personne pour m'épauler. Parce que je travaille avec une commission qui n'était pas ça. Donc, si la commission donne les parcelles, moi, je suis obligé de valider. C'est ça le problème pour moi. Sinon, moi, je ne suis pas là pour vendre des terres, je ne suis pas là pour des problèmes de terre. Nous, on est là pour le développement. Et il ne peut pas avoir de développement sans terre. Comment on peut octroyer ces terres-là aux autrui? Ça, ce n'est pas bon. Tu vois, j'ai toujours lutté pour que les champs des gens restent à leur position. Parce que si tu n'as pas de champs, comment tu vas vivre? Tu ne vas pas vivre. Donc moi, je suis de leur côté et on va tous travailler ensemble pour l'harmonie et puis pour le développement de la commune. La jeunesse de Doumba, qui est l'acteur principal de ce mouvement du maire, a salué cette belle initiative. C'était l'occasion pour elle d'appeler l'ensemble de la population de Doumba à l'union, la cohésion, la paix et le vivre ensemble. Nous saluons vivement tous ceux qui ont effectué le déplacement de près ou de loin pour venir nous aider. Alors, la lutte que nous sommes en train de mener au sein de notre commune, il s'agit de la distribution illicite, illégale des parcelles qui appartiennent à la commune tout entière. Nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui, nous ne serons jamais d'accord, même demain, à voir n'importe qui ose venir alors s'approprier de façon illicite nos parcelles. Franchement, nous ne sommes pas d'accord et nous demandons à l'ensemble de tous ceux qui nous écoutent, de tous ceux qui nous voient à travers les médias, de venir s'ajouter à nous alors pour lutter efficacement contre cette vente illicite-là. Donc nous remercions la population de la commune rurale de Doumba. L'annulation de la vente des terres de Doumba a été approuvée par le maire, le chef de village, l'imam et la jeunesse. Vive la paix et l'union entre tous les fils de la commune rurale de Doumba. Les travaux des assises nationales de la refondation se sont déroulés ce 22 décembre dans la région de Mopti. Les forces vives se sont réunies à la Chambre de commerce et d'industrie pour faire des propositions sur les 13 thématiques des années. À l'ouverture des travaux était présent le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti, Kankara Diawara. Notre correspondant à Mopti, Gaussou Kouma, assiste aux travaux pour Niata TV. Les yeux du Mali sont braqués sur la région de Mopti. Ceci est d'autant plus vrai que, premièrement, notre région constitue le ventre mou aujourd'hui de la crise sécuritaire. Donc les solutions que nous allons proposer seront scrutées avec beaucoup de bienveillance. Deuxièmement, la région de Mopti a toujours été à hauteur de souhait par la pertinence et la qualité des solutions apportées lors des forats précédents. C'est pour cela, cette fois-ci aussi, je suis plus que jamais convaincu que les délégués ici présents sauront relever le défi de la participation et le défi de la qualité et des solutions à apporter. Parce que les résolutions qui vont sortir d'ici seront très certainement acheminées au niveau national et débattues. Il s'agira au cours de ces 2 jours de travail, de 1. Tirer les leçons apprises à travers la synthèse des conclusions, recommandations et résolutions des différentes rencontres
Fora, Assises nationales, États généraux, conférence internationale, dialogue national inclusif, journée de concertation sur la transition, auquel le président du Conseil régional vient de faire allusion tantôt. 2. Mettre à jour les préoccupations actuelles des Maliens et des Maliens. 3. Proposer un nouveau contrat national de stabilité sociale, politique, sécuritaire, économique et sociale tiré de notre expérience en matière de gouvernance. 4. Avoir une séance commune des enjeux et défis pour le meilleur choix des réformes. 5. Recueillir les préoccupations fondamentales, propositions concrètes et choix de réforme des acteurs locaux, régionaux, nationaux et des Maliens établis à l'extérieur et même des personnes déplacées internes. 6. Établir l'ordre des priorités des réformes globales à opérer dans le cadre de la refondation de l'État et identifier les actions à caractère exécutoire avec un programme précis. 7. Mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation des recommandations et propositions retenues. 8. Faire les états généraux de la migration et enfin proposer des éléments de réforme en vue de la révision de la Constitution du 25 février 1992. Je vous invite donc enfin à être assidus aux travaux et à formuler des recommandations objectives et pertinentes pour une sortie de crise rapide et définitive de notre cher Manipour. Place maintenant à l'actualité internationale. Libye, les raisons d'un record. Sans surprise, l'élection présidentielle en Libye va être reportée à 2 jours de la tenue du scrutin initialement prévu le 24 décembre. Confronté à un calendrier électoral devenu intenable, alors que la liste définitive et officielle des candidats n'a toujours pas été dévoilée et aucune institution ne semblait vouloir prendre publiquement la responsabilité d'officialiser un rapport de ce scrutin, la haute commission électorale libyenne HNEC a franchi le pas mercredi 22 décembre en proposant d'organiser le premier tour de la présidentielle le 24 janvier 2022 et ce après concertation avec le Parlement à qui il reviendra d'entériner une nouvelle date. Dans son communiqué, l'autorité électorale a pris soin de se dédouaner du retard accumulé ces derniers mois en évoquant notamment des considérations hors du contrôle de ceux qui sont en charge du processus. Elle a même placé le Parlement devant ses responsabilités en lui demandant d'adopter les mesures nécessaires afin de lever les entraves au processus électoral, parmi lesquelles les législations électorales inadéquates. Le capitaine Moussa Dadis Camara est rentré à Conakry ce mercredi 22 décembre après une dizaine d'années d'exil. Son nom reste attaché au massacre du 28 septembre 2009 dans le stade de la capitale guinéenne pour lequel il est inculpé. Quel rôle Moussa Dadis Camara a-t-il joué dans le massacre du 28 septembre 2019? Depuis plusieurs années, la question hante l'affaire. À peine arrivé à Conakry, le capitaine Pouchis s'est dit prêt à répondre au juge. Je suis prêt à me mettre à disposition de la justice afin que plus jamais ce genre d'événements ne vienne endeuiller la Guinée. Une démarche qu'il affirme mener pour la mémoire des victimes de ces douloureux événements, pour le respect des institutions de la République et pour la vérité de l'histoire. Le 28 septembre 2009, alors que Moussa Dadis Camara était chef de la junte, des militaires avaient fait irruption dans le grand stade de Conakry pour réprimer une manifestation contre sa candidature à l'élection présidentielle. Au moins 157 personnes avaient été tuées, 109 femmes violées. Au Niger, l'insécurité contraint des centaines d'écoles à fermer dans le Tillabéri. L'insécurité dans cette région de l'ouest du pays a conduit à ces fermetures, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA. Selon les derniers chiffres publiés, le phénomène a touché près de 580 écoles, soit 24% des établissements scolaires de la région, et plus de 53 000 enfants ont ainsi été privés de continuité pédagogique à cause des activités liées aux groupes armés. Menaces directes sur les écoles, sur les enseignants et importants déplacements de population sont des facteurs qui expliquent les fermetures d'écoles dans le Tillabéri, selon OCHA, qui précise que sur les 13 départements que compte la région, 8 sont directement concernés. Un phénomène qui a bien sûr des conséquences sur la scolarisation des enfants.
Le bilan du naufrage lundi d'un bateau de transport de marchandises au nord-est de Madagascar est passé à 85 morts, a-t-on appris jeudi auprès des autorités maritimes et des gendarmes qui ont retrouvé 21 corps supplémentaires. Le nombre de passagers à bord de ce bateau en bois de 12 mètres de long a également été revu à la hausse à 138 passagers, dont seulement 50 ont pu être sauvés, ont précisé les autorités maritimes. Le navire qui n'avait pas autorisé à embarquer de passagers était parti de la petite localité d'Antseraka en direction de Soaniera Ivongo, près d'une centaine de kilomètres plus au sud. Il s'est échoué tout près de sa destination. La plupart des passagers étaient des saisonniers qui venaient de cueillir de la girofle et rentraient chez eux pour les fêtes de fin d'année. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonjour des programmes sur Nyata TV.